Après 12 jours de bombardement réciproque, un cessez-le-feu est donc entré en vigueur depuis le 24 juin, imposé par Donald Trump. Bassem Larredj vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes enseignant universitaire, président fondateur du cabinet de conseil Aman Risk Consulting. Avant de regarder dans le détail les questions de nucléaire iranien, du plan de paix, est-ce que ce cessez-le-feu est clairement respecté? Est-ce qu'il y a un arrêt des combats? Pour le moment, le cessez-le-feu, effectivement, est respecté par les deux parties, on va dire Israël et l'Iran. Après, il faut voir s'il va tenir dans la durée, vu que le problème du nucléaire iranien se pose toujours et les buts de guerre annoncés par Israël au début de son opération n'ont pas nécessairement été réalisés. Où on en est clairement sur cette question du nucléaire iranien? On apprend ce matin que l'Iran ne veut plus de relations avec l'AIEA. Ça veut dire quoi? Ils ne veulent plus qu'on regarde où en sont leurs installations nucléaires? Oui, ça rentre dans le cadre des représailles iraniennes suite à l'opération israélo-américaine ciblant ces sites nucléaires. Et effectivement, les Iraniens considèrent que l'AIEA n'a pas fait, on va dire, correctement son travail. Elle a donné des prétextes qui ont permis finalement, qui ont justifié l'opération israélienne. Et là, ils suspendent officiellement, en tout cas d'après les déclarations qu'on a entendues ce matin et ces derniers jours, leur coopération avec l'AIEA, c'est peut-être aussi une manière de faire pression sur la communauté internationale pour essayer d'avoir un peu plus de cartes entre les mains dans le cadre des négociations qui vont arriver avec les États-Unis à un moment donné. Caroline. C'est dans ce contexte que Donald Trump affirme qu'il n'offre rien à l'Iran, qu'il ne parle pas avec l'Iran. Vous pensez vraiment que c'est le cas? Parce qu'il tient énormément à un accord. Oui, effectivement, Donald Trump l'a annoncé d'abord depuis le début. En réalité, depuis plusieurs mois, il souhaitait un accord avec les Iraniens, un accord selon Trump, avec ses propres conditions. Et c'est le fait de n'avoir pas obtenu ces conditions, entre guillemets, qu'il a donné son feu vert à l'opération israélienne contre les sites nucléaires. Et son intervention militaire qui était limitée, qui a ciblé les sites nucléaires, notamment celui de Fordo, avait pour objectif également de taper fort pour pousser des Iraniens à revenir à la table des négociations, table qu'ils n'avaient en réalité jamais quittée à la base. Maintenant, il faut voir, parce que les choses ont changé entre l'avant et l'après-opération qui a ciblé les installations nucléaires iraniennes. Et maintenant, il faut voir si les Iraniens sont disposés à... Ils ont perdu un certain nombre de cartes entre leurs mains. Et là, les Iraniens essayent de gagner aussi du temps pour essayer de rétablir une sorte de rapport de force dans le cadre de ces futures négociations pour obtenir... faire le moins de concessions possibles. Qu'est-ce qui reste comme carte dans les mains du régime iranien? Ils peuvent jouer l'ambiguïté stratégique par rapport à leurs installations nucléaires. Là, pour le moment, on a un débat. Est-ce que l'opération américaine et israélienne a effectivement détruit le programme nucléaire iranien? Les Américains disent... l'administration américaine dit plutôt oui. Les services de renseignement américains disent plutôt non. Et que le programme nucléaire iranien n'a été retardé que de quelques mois, selon les Israéliens, de 2 ans à 3 ans. Et donc les Iraniens peuvent jouer cette carte de l'ambiguïté pour négocier. Ils peuvent également menacer de se retirer du TNP, le traité de non-prolifération, ce que la Corée du Nord avait fait en 2023. Donc ils peuvent menacer de suivre le même processus. Et donc là, ils ne sont plus soumis aux restrictions liées à la non-prolifération. Et dernier élément, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la menace de suspendre la coopération avec l'AIEA. Bon, pour l'instant, là, il y a toujours la situation à Gaza, avec ce plan de paix proposé par Donald Trump et Netanyahou, qui aurait convenu d'un certain nombre de principes, un plan en 5 points, avec une émigration choisie de la part des Gazaouis qui pourraient aller dans d'autres pays. Ça prend en considération les extensions des accords d'Abraham, une solution à 2 États. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Pour le moment, selon la formule actuelle, ça semble vraiment pas acceptable pour les Palestiniens. Même pour Israël, la solution à 2 États, le gouvernement actuel qui est d'extrême droite l'a dit à plusieurs reprises, et même Netanyahou, sans parler de ses ministres comme Smotrich et Ben-Gvir, qui s'opposent totalement à la création d'un État palestinien. Il refuse à la fois la gestion de Gaza par le Hamas et même par l'autorité palestinienne, donc il ne propose aucune solution politique en réalité. Et donc pour le moment, c'est pas clair. Et effectivement, il y a des déclarations du président américain, mais concrètement, on parle également d'une avancée assez concrète par rapport à la libération des otages israéliens et la libération de prisonniers palestiniens de l'autre côté et le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Mais on a des versions très contradictoires entre les déclarations du président américain et ce qu'on entend de la part du gouvernement israélien.
Dans ce plan, il est écrit que les États-Unis reconnaîtraient une certaine souveraineté israélienne en Judée-Samarie, c'est la Cisjordanie. Concrètement, ça veut dire quoi? En 2020, on rappelle que le plan de paix de Donald Trump prévoyait l'annexion par Israël de grandes parties de la Cisjordanie. Il pourrait pousser pour une annexion? Oui, exactement. Et c'est une manière peut-être de pousser le gouvernement israélien en faisant cette concession pour Israël, qu'il se retire de la bande de Gaza. Mais comme je le disais, les choses ne sont pas très très claires et ça ne va pas aider finalement la création d'un État, de trouver une solution à deux États. Si on reconnaît la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie, il reste quoi au futur État palestinien, à part la bande de Gaza? Et encore. On parle aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, ce qui voudrait dire pas le Hamas, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée d'autorité palestinienne? Qui sont les têtes d'affiche potentielles? En réalité, on a une tête d'affiche qui est crédible sur le plan palestinien, c'est Marwan Barghouti qui est emprisonné, qui a été condamné à plusieurs peines à perpétuité dans les prisons israéliennes. C'est un membre du Fatah. Et aujourd'hui, ça serait la personne qui ferait l'unanimité à la fois à Gaza et à la fois en Cisjordanie, mais ni les Israéliens ni l'autorité palestinienne en réalité dans sa forme actuelle ne souhaitent voir Marwan Barghouti arriver à la tête de cette autorité. Dernier mot sur les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Elles sont toujours bonnes, parfois il y a une feinte de conflit entre eux, puis parfois elles sont sur la même ligne. Comment on peut qualifier aujourd'hui ces relations? Oui, on a deux personnages à fort caractère, à fort ego. Et chacun essaye de se mettre en avant. Effectivement, au cours des derniers mois, on a parlé à plusieurs reprises de tensions entre les deux hommes. Et finalement, on a vu qu'ils étaient sur la même ligne concernant le dossier iranien. Aujourd'hui, ces tensions peuvent revenir en avant par rapport à la question gazaoui. Parce que Donald Trump, effectivement, pourra promouvoir son projet de paix et aller vers les accords d'Abraham, qui est son fer de lance dans cette zone pour rétablir, d'après lui, la paix entre les différents États et Israël, peut être facilement torpillé par la politique, on va dire, de plus en plus extrémiste de Netanyahou et de son gouvernement. Merci beaucoup, Bassem Narech, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.